je suis une personne qui vit avec des problèmes de santé mentale là, depuis l'adolescence, là, quand même. J'ai connu plusieurs hospitalisations, plusieurs équipes de soins, etc. Puis j'ai eu à faire face à la société, là, soit l'emploi, que ce soit à l'aide sociale, Emploi Québec, des trucs comme ça. Et j'ai beaucoup été stigmatisé dans ma vie, je trouve. Puis par le réseau aussi. Le réseau, vous savez, les gens qui travaillent dans le réseau public, c'est des gens extrêmement dévoués. Mais souvent, la structure fait en sorte qu'en dépit de leur bonne volonté, ça stigmatise les gens. Tu sais. Puis moi, ben, j'avais déjà écrit 2 autres livres là, sur la santé mentale. Je suis une personne, pas de maladie, puis 4 sur l'établissement. Puis j'ai réalisé, pour moi, le frein majeur à mon rétablissement, donc le frein majeur à mon rétablissement, c'était la stigmatisation. Puis, je me demandais, est-ce que je suis le seul à vivre ça? Puis, donc, comme j'ai l'habitude dans mes autres livres, je voulais en savoir plus, mais je voulais pas un livre qui parle de maltraitance ou d'histoires singulières, de cas extrêmes, qui t'arrivent une fois aux 30 ans. Là. Ouais. J'ai parlé avec Tania, bon, je ne pas, excusez, je vais fermer ça. J'ai parlé avec Tania Lecomte parce que je voulais avoir une scientifique, vous savez, de travailler savoir expérientiel puis savoir scientifique. Moi, ça fait des années que j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai demandé à Tania, ça voulait jouer le rôle de scientifique, moi, je jouerais le rôle de savoir expérientiel. Et ensemble, on a bâti ce livre-là. Donc, d'abord, je l'ai appelé les faits d'abord. Alors, c'est quoi que la science nous dit sur la stigmatisation? Comme je vous dis, moi, je peux bien chialer, là, mais c'est quoi que la science nous dit? J'ai fait appel à des scientifiques qui ont consacré beaucoup de recherches sur la stigmatisation, mais surtout des solutions. Ouais. Je demandais à tout le monde, dites-moi l'état de situation, puis c'est quoi les solutions démontrées? Absolument. Je suis allé ici au Québec, bien sûr, chercher plusieurs personnes, aux États-Unis et en Europe. Donc, c'est des gens d'un peu partout qui m'ont amené ça. Puis également, j'ai demandé à des personnes qui vivent avec un trouble mental comment leur vie s'est passée. Et également des proches. Comment, comme proche, vous avez vécu la stigmatisation. Donc, ça fait vraiment le tour de cette idée-là. Au niveau du travail, hein, au niveau de la société, au niveau de l'emploi, je l'ai dit, au niveau du logement, et surtout l'auto-stigmatisation. Pourquoi qu'on en vient à s'auto-stigmatiser? Hein? Bon, on apprend, il y a quelqu'un, un psychiatre français qui a fait une thèse doctorale sur la question. L'auto-stigmatisation vient d'abord de la stigmatisation. Donc, si on veut lutter contre l'auto-stigmatisation, il faut d'abord lutter contre la stigmatisation, c'est bien sûr. Également, j'ai fait partie, moi, d'une recherche en Europe avec l'Université de Bordeaux, comme patient partenaire de recherche. On voulait savoir au niveau des réseaux des soignants. Tu sais, je vous disais, les soignants, c'est pas volontaire, mais on y apprend qu'ils sont, hélas, stigmatisants. Hein? Nos soignants font partie de ceux qui nous stigmatisent le plus dans notre vie, pas parce qu'ils nous battent, là, pas parce qu'ils sont pas faits. C'est parce que la culture est comme ça, tu sais, la structure est ainsi faite. Tu sais, donc, il faut... Puis on y travaille, là, tu sais. Par exemple, j'ai travaillé avec Marie-Hélène Goulet, qui est une infirmière ici du Québec très, très connue, au niveau des contentions isolement. C'est quoi? Tu sais, on apprend que, par exemple, la contention, là, ça a un effet thérapeutique de 0. Exact. Oh, oui. Absolument rien. Trouvez-moi une santé mentale de fer, isolez-la et puis... avoir sa santé. C'est ça. Donc, non seulement ça a un effet thérapeutique de 0, mais ça induit un traumatisme à vie. Exact. Hein? Moi, je travaille aussi à la clinique des premières psychoses à Notre-Dame-des-Victoires, à l'Institut universitaire de santé mentale du Québec. La première job des psychologues qui accueillent les jeunes, c'est de traiter le traumatisme de l'hospitalisation. Oui. Ça, moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Puis il existe des façons, hein,
de soigner les gens sans les traumatiser. Donc, Marie-Hélène le démontre très bien. Donc, toutes ces mesures-là, qui sont archaïques, qui datent de l'époque asilaire, qui sont encore, hélas, en fonction dans notre système, il faudrait peut-être penser à les changer. Ça, Puis je sais qu'il y a plusieurs hôpitaux qui le font. C'est ça qui est fantastique. Donc, c'est pas des désespérés. Ils le font. À l'Institut, par exemple, que j'ai nommé tantôt, je sais très bien là, qu'il y a une nouvelle directive qui est émise. Ils sont en train de changer. Tu sais, des salles d'isolement pures et belles, ben, on sait que ça marche pas. Donc, il faut changer ça par des chambres multisensorielles, enfin, peu importe, on peut en parler dans le livre. Donc, c'est un peu à ce niveau-là aussi que je me suis attaqué. Comment, comme société, on peut... je sais que la QRP fait beaucoup pour la stigmatisation, mais je me suis intéressé à PSCOM en Europe, qui fait beaucoup sur la stigmatisation. Comment est-ce qu'on... Bon, vous le savez, là, les fameux la bibliothèque vivante, qui est une façon, l'approche par contact est une façon, éduquer les gens, c'est une façon. Oui. Mais aussi, la littérature nous apprend, ça prend aussi des mesures, ça prend des mesures exhaustives, ça prend surtout tu sais, comme moi, je suis allé à Québec, où non, je vais prendre, quand j'ai voulu adopter un enfant avec ma femme, on a refusé de nous évaluer parce qu'on a un dossier en psychiatrie. Donc, d'entrée de jeu, sans nous connaître, c'est non. Ça prend, oui, de l'éducation, mais ça prend aussi des mesures punitives. Il faut que les gens qui fassent ça aient des conséquences. Ouais. Vous comprenez? Pas juste l'éducation, on sait avec ces gens-là, ça marche pas. Il faut continuer à le faire. Ouais. Donc, voilà, c'est des trucs comme ça. Enfin, il y a 19 chapitres, hein, dans le livre. Oui, donc, une intro, puis une conclusion qui sont faites par 2 psychiatres, une québécoise. J'ai volontairement choisi ces gens-là. Karine, en intro, qui a été présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, qui nous parle de stigmatisation. Et puis Nicolas Frank en Europe aussi. Lui, il interpelle le politique. Hein. Le politique doit mettre ses culottes puis mettre des règles, des mesures pour freiner la stigmatisation. Ça aussi, là, on a beau, nous, avoir plein de bonne volonté, mais il faut, vous savez, le gouvernement, c'est un employeur qui n'est pas très facile quand tu veux appliquer, peu importe que ce soit là, dans le système de santé ou ailleurs. Ben, si c'est une maladie mentale, t'es bloqué. Ça ne marche pas. Là, comme ça. Ouais. Ça marche pas. Donc voilà, c'est ça. On a des témoignages de gens, comment est-ce qu'ils ont fait, c'est ça. Donc, c'est quoi est-ce que la science parle de stigmatisation et des solutions vraiment simples à appliquer, intéressantes. Vraiment, on a fait le tour du jardin, j'en suis très fier, vraiment très content. Puis il y a aussi Richard Langlois, que vous connaissez, là, oui. Richard, qui a écrit un chapitre sur le choix des mots. Vous savez que moi, j'ai travaillé 5 ans dans un hôpital, en réunion d'équipe. On était une gang, on commençait à sensibiliser nos collègues au choix des mots. Oui. C'est pas un schizophrène, c'est pas un maniaco-dépressif, c'est pas un TOC, etc. Ouais. C'est monsieur, madame, une telle, puis elle a des forces, hein, elle a des capacités. Puis, tu sais, on s'entend parler quand on parle en réunion d'équipe. Cette personne-là n'a rien à faire. Combien de fois j'ai entendu ça? Il faut arrêter de dire ça. Voilà, les gens qui parlent. Quand les gens sont en souper un samedi soir chez des amis, surveillons comment est-ce qu'on parle de l'hôpital psychiatrique. Hein? Ouais. Les gens nous disent hey, ça doit être dangereux de travailler là. Ah, mais que c'est dangereux. Alors, oui, on ne fait pas l'autruche. Je ne dis pas qu'il y a zéro danger, mais c'est pas si catastrophique qu'on le voit, par exemple, qu'on peut l'entendre. Tu sais, par exemple, j'ai demandé à Anne Crocker, avec son équipe, là, qui est directrice scientifique de l'Institut Philippe Pinel, est-ce que les gens qui ont une maladie mentale sont-ils dangereux? On peut-tu avoir l'exactitude de la science là-dessus? La réponse est claire, c'est non. Dans le sens que 97% des crimes graves commis dans notre société, c'est des gens qui n'ont aucune maladie mentale. Donc, 3% des gens
qui ont maladie mentale, c'est eux comme donc on voit l'écart qui est énorme, mais par contre, je pense que c'est Marie-Hélène. Tu sais, à l'hôpital, quand on amène une personne menottée là, aux urgences, ben, tout de suite elle est étiquetée comme dangereuse. Alors qu'on ignore le contexte, on ne sait pas pourquoi la personne a été mise en état d'arrestation, on ne sait pas pourquoi elle a été menottée. Donc, voilà, c'est toutes des choses à réfléchir. Une anecdote là-dessus, à l'hôpital, il y a des gens qui allaient au tribunal. Il y a des policiers là, avec les vestes antiballes, toute l'équipe, qui amenaient la personne menottée, pieds et mains menottés avec une chaîne entre les pieds et les mains. Ils étaient 3. Donc, il débarquait du fourgon de police, il enlevait les menottes, il la remettait à une infirmière, toute seule, qui pèse 90 livres mouillés, pour l'amener à l'unité de soins. Là, tu dis, attends une minute, ça marche pas. Là. Comment ça, vous autres, vous êtes 3 bonnes sœurs, là, armées jusqu'aux dents, puis l'autre est seul? Hein? Pas peur. Elle connaît, des patients connus. Mais... Ouais. Alors, tout ça, c'est toute cette image-là, il faut faire attention, par exemple. Il y a plein de solutions qui sont applicables dans la vie de tous les jours. Ça, c'est important. Puis des vrais chiffres, des vrais témoignages, pas parce qu'il y en a des faux, mais des témoignages sincères. Puis le mot d'ordre, c'était, comme je vous dis, pas de rentre dedans, pas de chiolage. Racontez votre histoire avec les faits. Il y a un infirmier, là, Yves, celui qui a fait le bonhomme sur la page couverture de mon livre, Yves Lessard, c'est un BDiste aussi, mais il est infirmier en psychiatrie. Donc, il nous raconte comment est-ce que les infirmiers santé mentale versus les infirmiers physiques aussi peuvent être stigmatisés. Tu sais, donc, voilà. Alors, je pense que c'est... Puis on le voit, que ce soit ici au Québec, aux États-Unis ou en Europe, c'est comme le sujet de l'heure. En anglais, dit « the talk of the town », tout le monde en parle. Il y a vraiment un effort mondial pour mettre fin à la stigmatisation parce que ça n'a pas de sens. Là. Il faut que les gens... vous savez, il y a 2 tiers des personnes qui ont une maladie mentale ou qui ont un trouble mental qui n'osent pas aller demander de l'aide. De peur d'être étiqueté. Ça, c'est grave. Donc, pour eux, pour ces gens-là qui souffrent en silence à la maison, c'est pour eux qu'on a écrit ce livre-là aussi pour dire, gars, il y a des solutions. Il n'y a pas juste de la stigmatisation, il y a des solutions. Oui. Surtout, vous savez que chez les gens psychotiques, une personne sur 2 souffre de dépendance à l'alcool ou à la drogue. 1 sur 2, c'est énorme. 1 sur 2. Chez les 18, 25, c'est 100%. c'est pas comme donc, il faut effectivement intervenir. Puis c'est pas leur faute. La dépendance, c'est vraiment un problème sérieux qu'il faut s'occuper. Merci beaucoup à la QRP de parler de ce merveilleux livre-là, qui est préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale, là, pour en finir la stigmatisation. Au nom de tous les auteurs, Tania et moi, on vous remercie beaucoup. Puis, il est en vente dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Il va être disponible en Europe en janvier. C'est important aussi dans toutes les librairies en Europe. Donc voilà, disponible sur place ou en ligne. Puis, on a fait des efforts beaucoup pour qu'il soit moins cher possible, là, à 21,95 les livres aujourd'hui, ça tourne autour de 29,95 donc on a voulu le rendre accessible aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire.